Ce n'est pas volé, c'est mon argent. À seulement 13 ans, Camille Dubois tremblait devant le comptoir du service client, sa voix brisée par la frustration alors qu'elle plaidait sa cause. Mais la directrice de la banque, Claire Martin, affichait un air de dégoût pur en fixant la jeune fille au noir. Une fille comme toi avec autant d'argent? Impossible. Tu as probablement volé quelqu'un? Les yeux de Camille se remplirent de larmes sous le poids de l'humiliation. Tout devait être simple. Elle voulait juste ouvrir son premier compte courant. « S'il vous plaît, laissez-moi appeler ma mère », supplia-t-elle. Claire ricana avec une satisfaction froide. « Garde tes histoires pour la police. Je ne tomberai pas dans ton piège larmoyant. » Sans hésiter, elle décrocha le téléphone et composa un numéro. « Oui, j'ai besoin de la police immédiatement. J'ai une jeune voleuse qui essaie de déposer de l'argent volé. » Mais Claire Martin ignorait qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Dans moins d'une heure, elle découvrirait qui était la mère de Camille, et son monde s'écroulerait. Ce qui suivit révéla non seulement le racisme choquant de Claire, mais aussi un secret si puissant qu'il changea tout. Si vous êtes contre le racisme et les préjugés, cliquez sur j'aime et partagez votre ville dans les commentaires pour nous rejoindre dans cette lutte. Votre voix compte. Un mardi après-midi ensoleillé, Camille Dubois, 13 ans, descendait du bus au centre-ville avec une excitation débordante. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire, c'était le jour où elle prouverait à sa mère qu'elle était assez responsable pour gérer son propre compte bancaire. Depuis des semaines, Camille préparait ce moment. Elle avait recherché différents types de comptes en ligne, répété ce qu'elle dirait à l'employé de banque et même simulé une entrée confiante à travers les portes vitrées. Ce n'était pas seulement l'ouverture d'un compte courant, c'était une question d'indépendance, de maturité et son premier pas dans le monde des adultes. Camille vivait dans un monde dont la plupart des adolescents ne pouvaient que rêver. Ses journées commençaient dans une somptueuse demeure située dans le quartier exclusif des Jardins de l'Étoile, où des pelouses impeccablement entretenues s'étendaient à perte de vue. Elle fréquentait l'académie Saint-Éloi, où les frais de scolarité dépassaient le salaire annuel de beaucoup de gens. Et son principal souci était de maintenir sa moyenne parfaite de 18 sur 20. Mais ce qui distinguait Camille des autres enfants riches, c'est qu'elle ignorait à quel point sa famille était réellement fortunée. Sa mère l'avait élevée pour croire qu'ils étaient ou simplement aisés. Camille prenait le bus pour aller à l'école au lieu d'être conduite en voiture de luxe. Elle faisait ses achats dans des magasins ordinaires, pas dans des boutiques de créateurs. Elle gagnait son argent de poche en faisant des tâches ménagères et en obtenant de bonnes notes. Cette vie normale, soigneusement construite, n'était pas un hasard. Docteur Isabelle Laurent Dubois avait appris de son propre passé que la richesse extrême pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle se souvenait d'avoir été constamment observée, photographiée et jugée en tant qu'héritière de l'empire bancaire Laurent. Ainsi, lorsque Camille est née, Isabelle prit une décision qui façonnerait la vision du monde de sa fille. Elle élèverait Camille pour qu'elle comprenne la valeur du travail acharné et de l'humilité avant qu'elle ne découvre la véritable puissance de sa famille. En entrant dans la Banque nationale ce mardi après-midi, Camille portait une enveloppe contenant 700 € d'argent de poche offert par sa grand-mère, de l'argent économisé grâce à des cadeaux d'anniversaire et des petites récompenses. Dans son sac à dos, elle avait ses relevés de compte épargne montrant 1 000 € accumulés grâce à son argent de poche, des cadeaux de fête et des récompenses pour ses réussites scolaires. Pour Camille, cela représentait une fortune. Pour sa famille, c'était une goutte d'eau. Le hall de la banque bourdonnait d'activités en ce début d'après-midi. Des professionnels en costumes élégants se pressaient entre les guichets, des clients âgés attendaient patiemment dans la section VIP. Et le murmure des conversations financières emplissait l'air. Camille prit une profonde inspiration, ajusta son uniforme scolaire et s'approcha du comptoir du service client avec une assurance née du fait qu'on l'avait toujours traité avec respect. Camille s'avança vers le premier guichet disponible avec un sourire éclatant, serrant son enveloppe d'argent et son sac à dos rempli de documents. La plaque sur le comptoir indiquait « Sophie Lefebvre, représentante du service client ». Sophie leva les yeux de son écran et son expression changea immédiatement en voyant la jeune fille queue noire devant elle. Son sourire accueillant s'effaça, remplacé par un regard de dégoût et de suspicion. « Que veux-tu » demanda-t-elle froidement, sa voix dégoulinante d'hostilité alors qu'elle détaillait Camille de haut en bas, comme si elle était quelque chose de désagréable. « Bonjour » dit Camille joyeusement, essayant de garder son attitude positive malgré la rudesse évidente de la femme. « Je voudrais ouvrir mon premier compte courant, s'il vous plaît. Je suis vraiment excitée à ce sujet. » Sophie éclata d'un rire sec. « Tu es sérieuse ? C'est une vraie banque ici, pas un centre communautaire. On ne donne pas de compte à n'importe quel enfant qui entre. » Le sourire de Camille commença à s'effacer. « J'ai 13 ans et j'ai tous les documents nécessaires. J'ai économisé pour ça. 13 ans ? Interrompit Sophie avec un rictus. « Et laisse-moi deviner, tu as de l'argent de la vente de drogue ou du vol. C'est généralement comme ça que les gamins comme toi se procurent de l'argent par ici. » Camille eut l'impression d'avoir reçu une gifle.
Des gamins comme moi? Je ne comprends pas. Je vais à l'Académie Saint-Éloi, c'est de l'argent d'anniversaire de ma grand-mère. Bien sûr, dit Sophie d'un ton moqueur. Saint-Éloi, vraiment? Tu as probablement volé cet uniforme aussi. Je sais exactement d'où viennent les gamins comme toi, et ce n'est pas le genre de quartier qui envoie des enfants dans des écoles huppées. Je vais appeler ma responsable tout de suite pour gérer cette situation. Elle sait exactement comment s'occuper des gens comme toi. Sophie décrocha son téléphone et composa un numéro avec un air théâtral. Claire, viens au guichet 3 immédiatement. J'ai une de ces gamines des quartiers qui essaie de nous arnaquer avec de l'argent douteux. Oui, exactement le type dont on a parlé en réunion. Elle commence à s'agiter et à faire une scène. Si vous avez été témoin d'une injustice, partagez votre histoire dans les commentaires et cliquez sur « J'aime » pour soutenir un changement positif. En quelques minutes, la directrice de la banque, Claire Martin, apparut au guichet, prête à prendre en charge ce que Sophie avait décrit comme une situation typique de fauteur de troubles des quartiers. Elle leva les yeux de ses papiers, son regard se fixant immédiatement sur Camille, une jeune fille noire dans son hall immaculé, et une lueur froide et calculatrice traversa son visage. Le sourire professionnel qu'elle réservait habituellement aux clients n'apparut jamais. « Tu ne devrais pas être à l'école, jeune fille ?» Les premiers mots de Claire n'étaient ni accueillants ni serviables. Ils étaient immédiatement accusateurs, empreints de suspicion. Camille cligna des yeux, déconcertée par le ton dur, mais conserva sa politesse. « Oh, j'ai une autorisation de mon école et de mes parents, j'ai organisé mon départ plutôt exprès pour ce rendez-vous. » Elle fouilla dans son sac à dos et sortit une autorisation signée de son conseiller scolaire. Mais Claire y jeta à peine un coup d'œil, son attention était fixée sur l'enveloppe que Camille avait posée sur le comptoir. Lorsqu'elle l'ouvrit pour montrer les billets soigneusement rangés, l'expression de Claire s'assombrit encore plus. « C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un de ton âge. D'où vient-il » La question ressemblait à un interrogatoire, pas à un service client. Camille sentit un premier frisson de confusion dans son estomac. Pourquoi cette femme était-elle si hostile ? Dans son monde protégé, avoir de l'argent n'avait jamais été remis en question. C'est de l'argent d'anniversaire de ma grand-mère et des économies que je gardais à la maison. Je voulais tout déposer en ouvrant mon compte courant. Le rire de Claire était sec et dénué d'humour. J'ai du mal à y croire. Les grands-mères ne donnent pas 700 € en liquide à des adolescentes de 13 ans. L'accusation frappa Camille comme un coup physique. On n'avait jamais mis sa sincérité en doute auparavant. On ne l'avait jamais traitée avec un tel scepticisme. Mais c'est vrai, elle offre toujours des cadeaux généreux pour mon anniversaire. Je peux vous montrer la carte qu'elle a écrite. Camille fouilla dans son sac et sortit une belle carte d'anniversaire avec l'écriture de sa grand-mère, mais Claire la repoussa sans même la regarder. « N'importe qui peut écrire une carte. Tout ça pourrait être faux, » dit-elle avec dédain, en désignant les documents soigneusement préparés par Camille. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans un immeuble de 38 étages, Dr Isabelle Laurent Dubois siégeait dans la salle de réunion du groupe financier Laurent, ignorant totalement que le monde protégé de sa fille commençait à s'effondrer. Isabelle discutait d'une importante acquisition avec 5 autres cadres, une conversation impliquant des millions d'euros avec une aisance décontractée. Isabelle avait passé 13 ans à construire une double vie parfaite. Dans les cercles d'affaires, elle était connue sous le nom d'Isabelle Laurent, la brillante PDG qui avait élargi l'empire financier, déjà prospère de sa famille, à de nouveaux territoires. Les magazines financiers la mettaient en couverture, les écoles de commerce enseignaient des études de cas sur ses stratégies innovantes et ses concurrents respectaient ses décisions astucieuses. Mais dans sa vie personnelle, elle était simplement Isabelle Dubois, la mère de Camille, qui conduisait le covoiturage, assistait aux réunions parents-professeurs et s'inquiétait des problèmes normaux des adolescents, comme les devoirs et les amitiés. Elle utilisait son nom de mariage socialement, vivait dans une belle maison mais pas ostentatoire, et avait fait des efforts extraordinaires pour que l'enfance de Camille reste aussi normale que possible. Cette double identité n'était pas seulement une question de vie privée, c'était une question de protection. Isabelle se souvenait des pressions d'avoir grandi comme une héritière bancaire, des regards constants, de la manière dont les gens la traitaient différemment une fois qu'ils connaissaient son nom de famille. Elle était déterminée à ce que Camille développe son propre caractère, ses propres valeurs et son propre sens de la valeur avant d'apprendre l'immense pouvoir et la responsabilité qui lui reviendraient un jour. De retour à la banque, Camille vivait un choc culturel en temps réel. Elle tenta de nouveau de montrer à Claire son identification scolaire, son certificat de naissance et ses relevés de compte épargne de la même banque, mais l'hostilité de Claire ne faisait que croître. « Écoute, ma petite, » dit Claire, sa voix dégoulinante de condescendance, « des filles comme toi ne se promènent pas avec ce genre d'argent. Honnêtement, ça fait 20 ans que je travaille dans la banque et je sais reconnaître une activité suspecte quand j'en vois une. » Les mots frappèrent Camille comme une gifle. « Des filles comme toi. » Elle avait entendu ces mots dans des films,
dans des reportages, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il lui serait adressé. Dans sa bulle protégée, elle avait été à l'abri des dures réalités des préjugés raciaux, et maintenant, il la frappait de plein fouet. « Pouvez-vous m'aider à ouvrir un compte, s'il vous plaît ?» demanda Camille, sa voix commençant à trembler sous l'effet de la confusion et de la douleur. « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si méchante avec moi. Je veux juste faire des affaires ici, comme tout le monde. » Mais Claire avait déjà pris sa décision. Ses préjugés, ses ressentiments et son pouvoir nouvellement acquis s'étaient de combiner en un mélange toxique qui l'aveuglait à tout, sauf ses propres biais. « Je ne crois pas, non. Cet argent est probablement volé, et je ne vais pas participer à je ne sais quelle combine tu essaies de monter. » La voix de Camille devint désespérée. « Ce n'est pas volé. S'il vous plaît, si vous appeliez ma mère, elle pourrait tout expliquer. Elle a un compte ici aussi. Elle s'appelle Isabelle Dubois. » Les yeux de Claire se plissèrent. « Bien essayé. Tu n'appelleras personne tant qu'on n'aura pas compris d'où vient vraiment cet argent. Pour ce que j'en sais, tu travailles avec des adultes qui t'ont envoyé ici parce qu'ils pensaient qu'une enfant serait moins suspecte. Ce que Claire ignorait, c'est qu'en entrant simplement le nom d'Isabelle Dubois dans le système informatique de la banque, elle aurait découvert un compte courant modeste appartenant à une cliente locale, exactement ce que Camille affirmait. Mais Claire ne prit jamais la peine de vérifier. Son esprit était déjà fait. Alors que Camille se tenait là, se sentant de plus en plus petite et impuissante à chaque minute, d'autres clients dans la banque commencèrent à remarquer la scène. Certains semblaient mal à l'aise face au traitement manifestement hostile de Claire envers une jeune fille, mais personne ne parla. À ce moment-là, Camille apprit une leçon douloureuse sur la manière dont le monde pouvait fonctionner, sur la façon dont les gens pouvaient rester spectateurs face à une injustice sans intervenir. L'ironie était sidérante. Là se tenait Camille Dubois, la petite fille de la dynastie bancaire, Laurent, la fille de l'une des dirigeantes financières les plus puissantes du pays, traitée comme une criminelle dans une banque que l'argent de sa famille avait contribué à construire et à maintenir pendant des décennies. Mais Claire Martin n'avait aucun moyen de le savoir. Dans son esprit, elle protégeait la banque d'une jeune escroc. En réalité, elle était sur le point de détruire sa propre carrière en s'en prenant à la mauvaise famille. Alors que la tension dans le hall de la banque continuait de monter, Camille sentit son monde soigneusement construit commencer à se fissurer. Pour la première fois de sa vie, elle vivait ce que des millions d'autres jeunes noirs affrontaient régulièrement, la présomption de culpabilité, la remise en question de leur légitimité, le fardeau épuisant de devoir prouver leur valeur à des gens qui avaient déjà décidé qu'ils n'en valaient pas la peine. Peu de gens dans cette banque savaient qu'en quelques minutes, tout allait changer. La mère de Camille était sur le point de recevoir un message qui la transformerait d'une mère inquiète en une force de la nature vengeresse. Et Claire Martin allait apprendre que parfois, les personnes que l'on sous-estime ont plus de pouvoir qu'on ne pourrait jamais l'imaginer. Avez-vous déjà été victime de discrimination à cause de votre apparence ? Partagez votre expérience dans les commentaires et cliquez sur « J'aime » pour inspirer le changement. Camille se tenait devant ce comptoir, les mains tremblantes, sortant chaque pièce d'identification qu'elle avait apportée. Sa carte scolaire de l'Académie Saint-Éloi, avec sa photo souriante, son certificat de naissance soigneusement plastifié par sa mère des années auparavant, ses relevés de compte épargne de cette même banque montrant des dépôts et des retraits sur 3 ans. Camille étala ses documents sur le comptoir comme si elle jouait ses cartes dans un jeu où sa liberté était en jeu. « S'il vous plaît, dit-elle, la voix tremblante de désespoir, regardez ceci. Il prouve de qui je suis. Il prouve de que c'est mon argent. » Mais Claire Martin regarda ces documents avec la même expression que l'on pourrait avoir face à des ordures. Elle ne les prit même pas pour les examiner correctement. Au lieu de cela, elle secoua la tête avec dégoût et prononça les mots qui scelleraient son propre destin. Ce sont probablement des faux aussi. Une adolescente de 13 ans sans emploi n'a pas autant d'argent à moins de l'avoir volé à quelqu'un. C'est alors que Camille craqua. Le poids de l'injustice, la confusion, la peur, tout s'abattit sur elle d'un coup. Les larmes commencèrent à couler sur son visage alors que la réalité la frappait. Cette femme n'allait pas l'aider. Cette femme avait déjà décidé que Camille était coupable avant même qu'elle ne prononce un mot. « S'il vous plaît, sanglota Camille, je veux juste appeler ma mère. Elle peut tout expliquer. » Mais la réponse de Claire révéla la véritable profondeur de son racisme. Elle se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure menaçant, et dit quelque chose de si ignoble que d'autres clients à proximité en eurent le souffle coupé. « Ta mère t'a probablement envoyé ici pour blanchir de l'argent de la drogue. J'ai déjà vu ça avec des gens comme vous. Des gens comme vous. » Encore ces mots. Camille eut l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. À 13 ans, elle apprenait pour la première fois que certaines personnes regarderaient sa couleur de peau et supposeraient immédiatement les pires choses possibles à son sujet et à celui de sa famille. Camille pleurait plus fort maintenant, à peine capable de parler à travers ses larmes. « S'il vous plaît, laissez-moi juste l'appeler. Juste un coup de téléphone, s'il vous plaît. » Mais Claire avait déjà décidé de la suite.
Au lieu de montrer une once de décence humaine, au lieu de permettre à une enfant terrifiée d'appeler ses parents, Claire tendit la main vers le téléphone avec un sourire satisfait. « J'appelle la police ?» annonça-t-elle assez fort pour que la moitié de la banque l'entende. « Cette fille est clairement impliquée dans une sorte de fraude ou de vol et je ne vais pas me laisser manipuler par ses larmes de crocodile. » Alors que Claire composait le 17, Camille réalisa qu'elle avait peut-être une chance de contacter sa mère. Pendant que Claire parlait au répartiteur de la police, Camille sortit discrètement son téléphone avec des doigts tremblants. Elle tapa aussi vite qu'elle le pouvait, ses larmes rendant l'écran difficile à voir. « Maman, je suis à la Banque nationale et la directrice a appelé la police contre moi. Elle dit que j'ai volé l'argent et ne me laisse pas t'appeler. J'ai peur. » Camille appuya sur « Envoyer » juste au moment où Claire termina son appel et remarqua ce qu'elle faisait. « Donne-moi ce téléphone » lança Claire en se jetant en avant pour le saisir, mais le message était déjà parti. Il traversait les antennes de la ville, se dirigeant vers une salle de réunion dans un gratte-ciel étincelant où la mère de Camille assistait à ce qu'elle pensait être une réunion d'affaires ordinaire. Docteur Isabelle Laurent Dubois était assise à la tête d'une immense table de conférence en acajou au 40e étage du bâtiment du groupe financier Laurent. Autour d'elle se trouvaient 5 des cadres bancaires les plus puissants de la région. Des hommes et des femmes qui contrôlaient des milliards d'euros et prenaient des décisions affectant des milliers de vies chaque jour. Ils étaient plongés dans leurs revues trimestrielles, discutant des marges de profit et des projections de marché. Lorsque le téléphone d'Isabelle vibra sur la table à côté d'elle, elle y jeta un coup d'œil et vit le nom de Camille à l'écran. Isabelle avait configuré un contact d'urgence spécial pour Camille qui passerait toujours, même pendant les réunions importantes, mais elle n'avait jamais pensé l'utiliser. Camille était censée être en sécurité à l'école puis se rendre à la banque pour une transaction simple et routinière. Isabelle prit son téléphone et lut le message. La salle pleine de cadres puissants observa la femme la plus contrôlée et posée qu'il connaissait subir une transformation qui était réellement effrayante à voir. D'abord, la confusion traversa son visage alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle lisait. Puis, à mesure que le sens s'imposait, la confusion se transforma en choc. Et enfin, le choc se mua en quelque chose de bien plus dangereux. Une rage froide et pure. La température dans la salle de réunion sembla chuter de 10 degrés. Le visage d'Isabelle devint un masque de fureur contenue qui fit reculer inconsciemment tout le monde autour de la table. « Messieurs, » dit Isabelle, sa voix si calme et contrôlée qu'elle était plus terrifiante que si elle avait crié. « Cette réunion est terminée. Quelqu'un vient de commettre une erreur très coûteuse. » Elle se leva si brusquement que sa chaise roula en arrière et heurta le mur. Les 5 cadres, habitués à être les personnes les plus importantes dans n'importe quelle pièce, se sentirent soudain très petits et très nerveux. « Madame, tout va bien ?» demanda Julien Moreau, le vice-président senior qui présentait les chiffres trimestriels. Isabelle marchait déjà vers la porte, son téléphone dans une main, ses clés de voiture apparaissant dans l'autre. « Quelqu'un à la Banque nationale vient d'arrêter ma fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde dans cette pièce savait exactement qui était Isabelle Laurent Dubois. Ils connaissaient l'empire bancaire de sa famille, sa fortune personnelle, et ils réalisèrent, tous soudainement, que quelqu'un à la Banque nationale venait de commettre ce qui pourrait être la plus coûteuse erreur de l'histoire bancaire. Isabelle composait des numéros en accéléré tout en marchant, ses talons claquant contre le sol en marbre comme des coups de feu. D'abord, son avocat personnel, Marc Lefebvre, l'un des avocats les plus redoutés de la région. Puis en chambre, son chef de la sécurité, Antoine Dubois, un ancien capitaine de police qui protégeait la famille Laurent depuis 15 ans. Et enfin, un numéro qu'elle utilisait rarement, mais gardait toujours à portée de main. La ligne directe de Philippe Dupont, le président du conseil d'administration de la Banque nationale. « Pierre » appela-t-elle son chauffeur en entrant dans l'ascenseur, « amène la voiture, on va à la Banque nationale. » Si vous pensez que l'injustice ne devrait jamais passer inaperçue, cliquez sur « J'aime » et partagez cette histoire pour sensibiliser davantage. De retour à la banque, Camille vivait le pire cauchemar de tout parent. 2 officiers de police étaient arrivés quelques minutes après l'appel de Claire et ils entrèrent dans le bâtiment avec des idées déjà arrêtées sur ce qu'ils allaient y trouver. L'officier Nicolas Lefebvre, un vétéran de 15 ans, s'approcha du comptoir du service client où Camille pleurait. Sa partenaire, l'officier Marie Dubois, se positionna à proximité. Aucun d'eux ne semblait intéressé à entendre la version de Camille. « Cette fille essayait de déposer ce que je crois être de l'argent volé », expliqua Claire avec une satisfaction évidente. « Elle n'a aucune explication légitime sur l'origine de cet argent, et elle se comporte de manière suspecte depuis son arrivée. » Camille tenta de parler à travers ses larmes. « Officier, s'il vous plaît, je peux tout expliquer. C'est mon argent, j'ai toutes mes pièces d'identité. Je voulais juste ouvrir un compte courant. » Mais l'officier Lefebvre lui jeta à peine un regard. « On reçoit des appels à propos de gamins comme ça tout le temps, » dit-il avec dédain. « Des jeunes impliqués dans des vols, du trafic de drogue, vous nommez. Ils ont toujours une histoire sur de l'argent légitime. » Camille n'en croyait pas ses oreilles. « Des gamins comme ça.
La même phrase que Claire avait utilisée? Elle commençait à comprendre que ce n'était pas seulement une question d'une directrice de banque raciste, c'était un système conçu pour agir contre les gens qui lui ressemblaient. « S'il vous plaît, supplia Camille, regardez juste mes pièces d'identité. Je vais à l'Académie Saint-Éloi, ma mère a un compte ici aussi. Vous pouvez tout vérifier. » Mais les officiers n'étaient pas intéressés par la vérification. L'officier du bois sortait déjà ses menottes. « Tourne-toi et mets tes mains dans le dos, ordonna-t-elle. Camille se figea. « Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. » « Tu es en état d'arrestation pour suspicion de vol et de fraude, » expliqua l'officier Lefebvre de manière factuelle. « Tu pourras raconter ton histoire au poste. » Les menottes claquèrent autour des poignets de Camille avec un bruit qui semblait résonner dans tout le hall de la banque. Les autres clients arrêtèrent ce qu'ils faisaient et regardèrent avec horreur. Quelques-uns sortirent leur téléphone pour filmer. Une femme âgée, près des guichets, secoua la tête et murmura « C'est injuste ». Mais personne n'intervint. Personne n'exigea que les officiers ralentissent et enquête réellement avant d'arrêter une adolescente de 13 ans. Camille apprenait une autre leçon douloureuse sur le fonctionnement du monde. La plupart des gens, même lorsqu'ils savaient que quelque chose n'allait pas, choisissaient de rester en sécurité et silencieux plutôt que de défendre la justice. Alors que les officiers conduisaient Camille vers la sortie, menottée, Claire Martin se tenait derrière son comptoir avec un sourire satisfait. Dans son esprit, elle venait de protéger sa banque d'une jeune criminelle. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de détruire sa propre carrière et peut-être tout son avenir. Mais à l'autre bout de la ville, une force de la nature se dirigeait vers elle. Isabelle Laurent Dubois était à l'arrière de sa Bentley passant des appels qui allaient tout changer. Son chauffeur, Pierre, slalomait dans la circulation comme s'il conduisait une ambulance et à l'avant, son chef de la sécurité coordonnait déjà avec le conseil d'administration de la banque. 23 minutes après que Camille eut envoyé ce message désespéré, quelque chose d'extraordinaire se produisit devant la Banque nationale. Une Bentley noire, élégante, avec des vitres teintées si sombres qu'elles semblaient des miroirs, s'arrêta au bord du trottoir. Mais ce n'était pas n'importe quelle voiture de luxe. La plaque d'immatriculation indiquait LFH 00001 pour Laurent Financial Holdings, et n'importe qui dans le monde bancaire aurait immédiatement reconnu ses initiales. La portière s'ouvrit et Dr Isabelle Laurent Dubois descendit sur le trottoir. Elle portait un tailleur sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, 9 000 € de confection italienne qui lui allait comme une armure. Ses bijoux étaient de discrets mais visiblement coûteux, et elle se tenait avec une assurance qui ne vient que de la richesse générationnelle et du pouvoir absolu. Mais Isabelle n'était pas seule. Derrière elle émergea Marc Lefebvre, l'un des avocats les plus redoutés de la région. Un homme dont le tarif horaire dépassait le salaire mensuel de la plupart des gens. Puis vint Antoine Dubois, son chef de la sécurité et ancien capitaine de police, dont la présence imposait immédiatement le respect. Et enfin 2 agents de sécurité supplémentaires qui semblaient capables de gérer n'importe quelle situation. À l'intérieur de la banque, les clients qui vaquaient à leurs affaires habituelles s'arrêtèrent soudain et regardèrent. On pouvait sentir le changement d'atmosphère, comme si la pression de l'air avait changé avant une tempête. Les gens s'écartaient instinctivement alors que cet impressionnant entourage approchait de l'entrée. Même les officiers de police qui avaient arrêté Camille jetèrent un regard nerveux vers la porte. Isabelle traversa les portes vitrées avec la présence imposante de quelqu'un qui possède tout ce qu'elle regarde. Ses talons claquaient contre le sol en marbre dans un rythme qui ressemblait à un compte à rebours vers le jugement dernier. Les conversations s'arrêtèrent, les téléphones furent baissés. Claire Martin se tenait derrière son comptoir du service client, savourant encore ce qu'elle pensait être son moment de triomphe. Elle avait réussi à éloigner ce qu'elle croyait être une fauteuse de troubles de sa banque et elle s'attendait à des éloges de ses supérieurs pour sa vigilance. Mais lorsqu'elle leva les yeux et vit Isabelle s'approcher, elle n'avait aucune idée de qui elle regardait. Malgré la photo d'Isabelle apparaissant dans des magazines financiers et des publications professionnelles depuis des années, Claire n'avait jamais fait le lien avec Camille Dubois. Le monde bancaire connaissait Isabelle Laurent comme une PDG puissante, mais les photos étaient toujours des portraits professionnels dans des contextes d'affaires, jamais des photos de famille décontractées, jamais des images avec sa fille. Isabelle marcha directement vers le comptoir de Claire, ses yeux sombres fixés sur la femme qui avait osé faire du mal à son enfant. Quand elle parla, sa voix était si contrôlée et calme qu'elle était plus terrifiante que si elle avait crié. « Relâchez ma fille, immédiatement !» Claire leva les yeux vers cette femme visiblement riche et ressentit un moment de confusion. Mais son arrogance reprit rapidement le dessus et elle eut l'audace de ricaner. « Écoutez, madame, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais votre fille est une voleuse. Elle essayait de déposer de l'argent volé. Et j'ai fait exactement ce que j'étais censé faire. La police l'a déjà emmenée. » Isabelle fouilla dans son sac et sortit une carte de visite, mais ce n'était pas n'importe quelle carte. Elle était imprimée sur un papier épais, avec des lettres dorées qui capturaient la lumière.
Elle la posa sur le comptoir devant Claire avec la précision de quelqu'un qui place une pièce d'échec pour un échec et mat. « Je suis docteur, Isabelle Laurent Dubois, dit-elle avec un calme mortel. Ma famille, c'est Laurent Financial Holdings. Nous ne faisons pas que déposer notre argent ici, Claire. Nous possédons cet endroit. » Claire prit la carte de visite et la lut, et pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa son visage. Le nom Laurent était légendaire dans les cercles bancaires, mais cela ne pouvait pas être vrai. « Je ne comprends pas, bégaya Claire. La fille s'appelle Dubois, pas Laurent. » Le sourire d'Isabelle était plus froid qu'un vent d'hiver. « Laurent est mon nom de jeune fille. Dubois est mon nom de femme mariée. Et vous venez d'arrêter la petite fille de l'homme qui a fondé cette banque il y a 80 ans. » La couleur commença à quitter le visage de Claire alors que l'ampleur de son erreur commençait à se faire sentir, mais Isabelle n'avait pas fini. Elle ne faisait que commencer. Laurent Financial Holdings possède 60% de la Banque nationale. Poursuivit Isabelle, sa voix devenant plus forte et plus autoritaire à chaque mot. Ma famille est l'actionnaire majoritaire depuis 1943. Chaque promotion que vous avez reçue, chaque salaire que vous avez encaissé, chaque avantage dont vous avez profité, tout cela venait de l'argent de ma famille. À ce moment-là, une foule s'était rassemblée autour du comptoir du service client. D'autres employés de la banque sortirent de leur bureau, attirés par le tumulte. Les clients sortaient en leur téléphone pour enregistrer ce qui était clairement une confrontation épique. L'avocat d'Isabelle, Marc Lefebvre, s'avança à ce moment-là. « Mademoiselle Martin, suggérez-vous sérieusement qu'une enfant ayant de l'argent d'anniversaire constitue une activité suspecte ? Savez-vous que le profilage racial est un délit fédéral ?» Avant que Claire ne puisse répondre, les portes principales de la banque s'ouvrirent à nouveau et Philippe Dupont, le président du conseil d'administration de la Banque nationale, entra presque en courant. C'était un homme distingué dans la soixantaine qui gérait les intérêts bancaires de la famille Laurent depuis plus de 25 ans. Dupont jeta un regard à Isabelle et comprit immédiatement la gravité de la situation. Son visage pâlit alors qu'il s'approchait de la foule grandissante autour du comptoir de Claire. « Isabelle, dit-il, légèrement essoufflé par sa hâte à arriver, je suis venu dès que j'ai reçu votre appel. Où est Camille? Est-elle blessée ?» La vue du président de la banque s'adressant à Isabelle par son prénom avec une familiarité évidente envoya des ondes de choc à travers la foule de spectateurs. Claire sentit ses jambes faiblir alors qu'elle réalisait qu'elle pourrait être dans une situation bien plus grave qu'elle ne l'avait jamais imaginée. « Philippe, répondit Isabelle, sa voix s'adoucissant légèrement lorsqu'elle s'adressait à l'ami de la famille, votre employé ici a accusé ma fille de 13 ans de vol et de blanchiment d'argent. Elle a refusé de laisser Camille m'appeler, a refusé de vérifier son identité et a plutôt appelé la police pour la faire arrêter. » Dupont se tourna vers Claire avec une expression d'horreur absolue. « Vous avez fait quoi ?» Claire tenta de se défendre, mais sa voix n'était qu'un murmure. « Monsieur, je suivais simplement le protocole pour les activités suspectes. La fille avait beaucoup d'argent et aucune explication valable. »« Aucune explication valable ?» interrompit Isabelle, sa voix s'élevant pour la première fois. « Elle vous a dit que c'était de l'argent d'anniversaire de sa grand-mère. Elle vous a montré son identification, ses dossiers scolaires, ses relevés de compte de cette même banque. Quelle autre explication vous fallait-il ?» Dupont était déjà au téléphone demandant que les images de sécurité soient examinées immédiatement. En quelques minutes, il regardait toutes les caméras de la banque sur un moniteur apporté depuis le bureau de la sécurité. Les images étaient accablantes. Elles montraient Camille entrant dans la banque, s'approchant poliment du comptoir de Claire avec un sourire et présentant ses documents respectueusement. Elles montraient Claire devenant immédiatement hostile, refusant d'examiner l'identification de Camille et la traitant avec un mépris évident dès le premier instant. Mais plus important encore, les images montraient d'autres interactions que Claire avait eues au cours des derniers mois. Cas après cas où Claire scrutait particulièrement les clients minoritaires, demandant des documents supplémentaires qu'elle n'exigeait pas des clients blancs, et traitant les personnes de couleur avec une suspicion et une hostilité évidente. « Mon Dieu !» murmura Dupont en regardant les preuves de discrimination systématique se dérouler sur l'écran. « Claire, depuis combien de temps cela dure-t-il ?» Mais Claire ne pouvait pas répondre. Elle fixait le moniteur avec horreur, regardant sa carrière s'effondrer en temps réel. Chaque supposition raciste, chaque décision biaisée, chaque moment de discrimination était là pour que tout le monde le voie. Isabelle se tourna vers Dupont avec une voix d'acier. « Philippe, je veux savoir combien d'autres clients ont été traités de cette manière. Je veux une enquête complète sur le comportement de cette femme et je veux qu'elle commence immédiatement. » Dupont hocha la tête avec gravité. « Ce sera fait, d'Isabelle. Je ne peux commencer à m'excuser pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. C'est absolument inexcusable. » Mais Isabelle ne cherchait pas des excuses, elle cherchait la justice. « Où était ma fille maintenant ? Elle a été emmenée au centre de détention pour mineurs pour traitement, » répondit Dupont, sortant déjà son téléphone, « mais je peux la faire libérer immédiatement. Je vais appeler le chef de la police personnellement. » Alors que Dupont passait ses appels, Isabelle se tourna vers Claire qui tremblait maintenant visiblement derrière son comptoir.
L'ironie de la situation était absolument dévastatrice. Claire avait passé 20 ans à gravir les échelons dans une banque appartenant à la famille qu'elle venait d'attaquer. « Vous savez ce qu'il y a de plus tragique dans tout ça, Claire ?» dit Isabelle doucement. « Ma fille n'avait jamais connu le racisme avant aujourd'hui. Elle a vécu une vie protégée, à l'abri des gens comme vous. Elle est entrée dans cette banque avec une confiance totale dans le système, croyant que si elle était polie et honnête, elle serait traitée équitablement. » Claire tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. « Aujourd'hui, vous lui avez volé son innocence, » poursuivit Isabelle. « Vous avez appris à une fille de 13 ans que certaines personnes la détesteront pour la couleur de sa peau. Peu importe son éducation, sa politesse ou la légitimité de ses affaires, c'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais oublier. » Les agents de sécurité appelés pour escorter Claire hors du bâtiment étaient les mêmes qui avaient regardé Camille être menottée plus tôt. L'ironie n'échappa à personne. « Mademoiselle Martin, dit Dupont officiellement, votre emploi à la Banque nationale est résilié immédiatement. La sécurité vous escortera hors du bâtiment et vous êtes interdite à vie de toutes les propriétés de la banque. » Alors que Claire était emmenée dans la disgrâce, Isabelle se tourna pour s'adresser à la foule de clients et d'employés qui avaient assisté à toute la confrontation. « Que ceci soit une leçon pour tous ici, dit-elle d'une voix qui portait dans tous les coins de la banque. Le racisme n'est pas seulement moralement répréhensible, c'est mauvais pour les affaires, c'est coûteux. Et dans ce cas, ça vient de coûter à quelqu'un toute sa carrière. » Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Isabelle devait encore aller chercher sa fille, qui était assise dans un centre de détention, probablement terrifiée et confuse par la façon dont son simple voyage à la banque s'était transformé en un tel cauchemar. L'après-midi de la mise à pied de Claire fut rapide et absolument dévastateur. Dans les 30 minutes suivant l'annonce de Dupont, les agents de sécurité vidaient déjà le bureau de Claire. 20 ans d'objets personnels accumulés, photos de famille, récompenses, certificats de réussite, furent jetés sans cérémonie dans des boîtes en carton. Ses cartes d'accès furent révoquées, son mot de passe informatique changé et son nom retiré de l'annuaire des employés. Mais cette humiliation n'était que le début. À mesure que la nouvelle se répandait dans la banque, les employés, qui avaient travaillé avec Claire pendant des années, commencèrent à se souvenir d'incidents qu'ils avaient précédemment ignorés. La façon dont elle plaisantait sur certains clients, comment elle semblait toujours exiger des documents supplémentaires des personnes de couleur, le schéma subtil mais constant de discrimination que tout le monde avait remarqué, mais que personne n'avait eu le courage de signaler. En 2 heures, la réputation professionnelle de Claire était en ruine. L'industrie bancaire est étonnamment petite et les nouvelles voyageaient vite à travers les réseaux professionnels. À la fin de ce premier jour, la mise à pied de Claire et les raisons derrière celle-ci s'étaient répandues dans les banques de la région. À la fin de la semaine, les institutions financières à travers le pays savaient exactement ce que Claire Martin avait fait à Camille Dubois. L'histoire devint un conte de mise en garde murmuré dans les conférences bancaires et les séminaires de développement professionnel. Le nom de Claire devint synonyme de tout ce qui n'allait pas avec le racisme institutionnel dans les services financiers. Son profil LinkedIn, qui affichait autrefois avec fierté 2 décennies d'avancement régulier à travers divers postes, montrait maintenant un vide que chaque employeur potentiel comprendrait sans explication. Mais la punition de Claire n'était que le début des changements systémiques que l'affaire de Camille allait engendrer. Les officiers de police qui avaient arrêté Camille, sans mener une véritable enquête, se retrouvèrent soudain sous le plus intense examen de leur carrière. L'officier Nicolas Lefebvre, un vétéran de 15 ans qui se vantait de ses temps de réponse rapide et de son action décisive, découvrit que la rapidité et la détermination ne valaient rien sans équité et enquête approfondie. Les images de sa caméra corporelle furent examinées image par image, révélant un schéma d'hypothèses et de biais que ses supérieurs ne pouvaient ne plus ignorer. L'officier Marie Dubois, qui avait été celle qui avait effectivement menotté Camille, se retrouva confrontée à des questions sur pourquoi elle n'avait jamais demandé à voir les documents que Camille essayait de montrer. Pourquoi elle avait automatiquement cru les accusations de Claire sans vérification? Pourquoi elle avait traité une adolescente de 13 ans en pleurs comme une criminelle endurcie? Les 2 officiers furent suspendus en attendant une enquête complète des affaires internes qui examinerait non seulement cet incident, mais chaque arrestation qu'ils avaient effectuée impliquant des suspects minoritaires au cours des 5 dernières années. Leurs dossiers furent examinés pour détecter des schémas de biais raciaux, leurs rapports furent scrutés pour détecter un langage pouvant indiquer des préjugés et leurs dossiers de formation furent examinés pour voir s'ils avaient manqué une éducation cruciale sur les biais implicites et le maintien de l'ordre communautaire. L'enquête révéla des schémas troublants. L'officier Lefebvre avait arrêté des suspects noirs à un taux presque 3 fois supérieur à celui de ses collègues blancs, malgré le fait qu'ils travaillaient dans les mêmes quartiers. L'officier Dubois avait utilisé la force contre des suspects minoritaires beaucoup plus souvent que contre des suspects blancs dans des situations similaires.
Les données dressaient un tableau clair de biais systémiques qui ne pouvait plus être ignoré. Pensez-vous que la punition de Claire et des officiers était suffisante? Ou devrait-il y avoir eu encore plus de conséquences pour ce qu'ils ont fait à Camille? Partagez vos pensées dans les commentaires et soutenez cette cause en cliquant sur « J'aime ». La gestion de l'affaire de Camille par le département de police devint une étude de cas sur ce qu'il ne fallait pas faire lorsqu'on répondait à des appels impliquant des mineurs et des personnes de couleur. Ils avaient échoué à vérifier les faits de base, refusé d'écouter l'explication de Camille et immédiatement pris le parti d'un adulte contre un enfant simplement à cause de stéréotypes raciaux et d'hypothèses sur la classe économique. L'indignation publique fut rapide et soutenue. Les groupes communautaires qui se plaignaient depuis des années du biais policier eurent soudain un exemple parfait de la manière dont le système échouait aux jeunes de couleur. Le fait que Camille vienne d'une famille riche ne faisait que souligner à quel point le traitement devait être pire pour les enfants sans défenseurs puissants. En quelques semaines, le département de police fut forcé de mettre en œuvre des réformes radicales. De nouveaux protocoles exigeaient que les officiers mènent des enquêtes approfondies avant de procéder à des arrestations, en particulier lorsque des enfants étaient impliqués. Les officiers furent obligés de suivre une formation renforcée sur les biais tous les 6 mois. Les images des caméras corporelles seraient examinées de manière aléatoire pour détecter des signes de comportement discriminatoire. Et plus important encore, un conseil de surveillance civile fut établi pour enquêter sur les plaintes de profilage racial. Pendant ce temps, le président Dupont travaillait 18 heures par jour pour réparer les dommages à la réputation de la Banque nationale et mettre en œuvre des changements qui empêcheraient de tels incidents de se reproduire. Il savait que la propriété continue de la banque par la famille, Laurent dépendait de sa capacité à prouver que c'était un incident isolé, non représentatif des valeurs de l'institution. Les changements furent complets et immédiats. Chaque employé, des guichetiers à temps partiel au cadre supérieur, fut requis de compléter 40 heures de formation sur les biais dans les 60 jours. La formation n'était pas seulement des modules en ligne que les gens pouvaient parcourir sans réfléchir. Elle incluait des exercices de jeu de rôle, des scénarios du monde réel et des discussions en face à face sur les biais inconscients et l'excellence du service client. De nouveaux protocoles furent établis spécifiquement pour servir les clients mineurs. Les jeunes ne seraient plus automatiquement vus avec suspicion simplement à cause de leur âge. Le personnel fut formé pour reconnaître que les adolescents de différents milieux économiques pouvaient avoir des raisons légitimes de porter de l'argent ou de faire des dépôts importants. Plus important encore, la banque établit une règle selon laquelle aucun client de moins de 18 ans ne pouvait être refusé ou signalé aux autorités sans l'approbation d'au moins 2 responsables et la documentation de violations spécifiques de la politique. Mais les changements les plus importants se produisaient dans les conversations privées de la famille Laurent. Le trajet depuis le centre de détention pour mineurs fut le plus long 20 minutes de la vie de Camille et d'Isabelle. Camille regardait par la fenêtre, observant les quartiers familiers défiler, essayant de comprendre comment son monde sûr et prévisible était soudain devenu si compliqué et effrayant. « Maman, dit enfin Camille, sa voix à peine audible, pourquoi cette femme me détestait-elle autant ? Je ne l'avais jamais rencontrée avant aujourd'hui. J'étais poli, j'avais tous mes documents. Je n'ai rien fait de mal. » Les mains d'Isabelle se crispèrent sur le volant alors qu'elle cherchait les bons mots pour expliquer quelque chose qu'elle-même trouvait encore incompréhensible. Comment expliquer à une adolescente de 13 ans que certaines personnes la détesteraient pour quelque chose d'aussi arbitraire que la couleur de sa peau ? « Ma chérie, » dit Isabelle, arrêtant la voiture sur le côté de la route pour accorder à cette conversation l'attention qu'elle méritait. « Ce qui t'est arrivé aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou n'as pas fait. Cette femme a fait des suppositions sur toi basées sur la couleur de ta peau et ça s'appelle du racisme. C'est laid et c'est mal, mais c'est quelque chose qui existe dans ce monde. » Camille se tourna pour regarder sa mère, la confusion et la douleur écrites sur son visage. « Mais nous avons de l'argent, nous vivons dans une belle maison, je vais dans une bonne école, ça ne compte pas ?» C'était le moment qu'Isabelle redoutait depuis 13 ans. Elle avait passé toute la vie de Camille à essayer de créer une bulle où sa fille pourrait grandir à l'abri des dures réalités des préjugés et de la discrimination. Elle avait soigneusement construit une vie où Camille serait jugée pour son caractère et ses réalisations plutôt que pour sa race ou la richesse de sa famille. Mais maintenant, cette bulle avait éclaté et Isabelle réalisa que sa protection avait peut-être rendu Camille plus vulnérable. « Ma chérie, » dit Isabelle en prenant une profonde inspiration, « je dois te dire quelque chose d'important sur notre famille. Nous n'avons pas juste de l'argent. Nous en avons beaucoup, plus que la plupart des gens ne pourraient jamais l'imaginer. » Au cours des 2 heures suivantes, assise dans cette voiture sur le bord de la route, Isabelle expliqua tout,
La dynastie bancaire Laurent, qui avait commencé avec son arrière-grand-père dans les années 1940, la fortune actuelle de la famille s'élevant à 2,5 milliards d'euros, le fait qu'il possédait une participation majoritaire non seulement dans la Banque nationale, mais dans des dizaines d'autres institutions financières à travers le pays. Camille apprit que sa vie confortable de classe moyenne avait été soigneusement construite pour cacher la réalité de l'immense richesse et du pouvoir de sa famille. La maison modeste n'était en réalité qu'une des 7 propriétés possédées par la famille. Les événements scolaires publics auxquels Isabelle assistait étaient équilibrés par des réunions privées du conseil où elle prenait des décisions affectant des milliers d'employés et des millions de clients. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Camille, se sentant submergée par ces révélations et légèrement trahie par la tromperie. Isabelle tendit la main et prit celle de sa fille. « Parce que je voulais que tu développes de ton propre caractère d'abord. Je voulais que tu comprennes la valeur du travail acharné, de la gentillesse et de l'humilité avant que tu ne découvres la responsabilité qui vient avec la position de notre famille. Je pensais te protéger des pressions et des attentes qui viennent avec une richesse extrême, mais je réalise maintenant que je t'ai peut-être laissé mal préparé pour le monde réel. » Camille resta silencieuse un long moment, regardant leurs mains jointes alors qu'elle assimilait tout ce qu'elle venait d'apprendre. « Donc nous aurions pu arrêter ce qui s'est passé aujourd'hui. »« Oui, » dit Isabelle fermement, « et nous l'avons arrêté. Mais plus important encore, nous allons nous assurer que cela n'arrive pas à d'autres enfants qui n'ont pas nos avantages. » Cette conversation dans la voiture marqua le début de la transformation de Camille, d'une adolescente protégée en une jeune activiste avec un objectif clair. Elle passa les semaines suivantes à lire tout ce qu'elle pouvait sur les droits civiques, la justice économique et l'histoire de la discrimination dans les services financiers. Elle apprit sur le redlining, les prêts abusifs et les innombrables façons dont les institutions bancaires avaient été utilisées pour perpétuer l'inégalité raciale. Mais Camille apprit aussi le pouvoir de l'activisme et l'importance d'utiliser ses privilèges pour se battre pour les autres. Dans le mois qui suivit son arrestation, la fondation de la famille Laurent annonça une nouvelle initiative majeure visant à éduquer les jeunes sur leurs droits financiers et à fournir des ressources aux familles confrontées à la discrimination dans les services bancaires. Le programme, appelé Justice financière pour tous, était complet et ambitieux. Il comprenait des ateliers éducatifs pour les adolescents sur leurs droits lorsqu'ils ouvraient des comptes ou effectuaient des transactions bancaires. Il fournissait des ressources juridiques pour les familles confrontées à la discrimination. Il finançait des organisations communautaires travaillant à promouvoir l'éducation financière dans les communautés défavorisées. Et il établissait une ligne d'assistance que les jeunes pouvaient appeler s'ils subissaient un traitement similaire à celui de Camille. Camille devint le visage de la campagne, partageant son histoire dans les écoles, les centres communautaires et les organisations de jeunesse à travers la région. Son message était simple mais puissant. Chaque jeune méritait d'être traité avec dignité et respect lorsqu'il effectuait des transactions légitimes, quelle que soit sa race, son milieu économique ou son âge. La réponse fut écrasante. Des milliers de jeunes se manifestèrent avec leurs propres histoires de discrimination et de traitement injuste. Beaucoup avaient simplement accepté un mauvais service ou un traitement suspicieux comme normal, sans réaliser qu'ils avaient des droits et des défenseurs prêts à se battre pour eux. La Banque nationale, pendant ce temps, mettait en œuvre des changements qui deviendraient un modèle pour les institutions financières à travers le pays. Les nouvelles politiques adaptées aux jeunes allaient bien au-delà d'une simple formation sur les biais. La banque redessina son approche du service client, spécifiquement pour les clients mineurs, reconnaissant que les jeunes pourraient avoir besoin de conseils supplémentaires et de patience pour naviguer dans les systèmes financiers. Des spécialistes jeunesse furent embauchés et formés pour travailler spécifiquement avec les clients de moins de 18 ans. Ces spécialistes comprenaient que les adolescents pouvaient avoir des questions qui semblaient basiques aux adultes, qu'ils pouvaient être nerveux à l'idée de leurs premières expériences bancaires et qu'ils méritaient le même niveau de service professionnel que n'importe quel client adulte. La banque créa également des supports éducatifs spécialement conçus pour les adolescents ouvrant leur premier compte. Ces supports expliquaient la terminologie bancaire, détaillaient les droits des clients et fournissaient des directives claires sur les documents nécessaires pour différents types de transactions. Plus important encore, ils établirent des protocoles clairs pour empêcher tout client d'être traité avec suspicion ou hostilité en raison de son apparence ou de son statut économique supposé. Mais peut-être le moment le plus puissant de toute cette histoire eut lieu exactement une semaine après le licenciement de Claire, lorsqu'Isabelle revint à la Banque nationale pour s'adresser au personnel restant. Elle se tenait dans le hall principal où sa fille avait été humiliée et arrêtée, arborant la même présence imposante qui avait si efficacement démantelé la carrière de Claire. Tout le personnel était réuni, guichetiers, responsables, agents de sécurité et personnel administratif.
Ils se tenaient dans un silence nerveux alors qu'Isabelle se préparait à parler, sachant que leurs emplois et l'avenir de la banque pourraient dépendre de ce qu'elle dirait ensuite. Ma famille a bâti sa richesse dans ce pays malgré des gens comme Claire qui essayèrent de nous arrêter. Commença Isabelle, sa voix portant clairement dans tous les coins du bâtiment. Mon arrière-grand-père a commencé avec rien d'autre que de la détermination et la conviction que les services financiers devraient être accessibles à tous, quelle que soit la couleur de leur peau ou le quartier d'où ils venaient. Elle marqua une pause pour regarder autour de la pièce, établissant un contact visuel avec les employés individuels alors qu'elle continuait. Il a fait face à une discrimination qui était légale et ouvertement pratiquée à son époque. Les banques refusèrent de le servir. Les agents de prêt lui disaient en face qu'il ne faisait pas affaire avec des gens comme lui. Mais il n'a pas abandonné. Il a travaillé 2 fois plus dur, économisé chaque centime et a finalement fondé sa propre banque qui servirait tout le monde équitablement. La voix d'Isabelle gagna en force alors qu'elle s'échauffait sur son thème. 3 générations plus tard, ma fille est entrée dans cette banque, une banque que l'argent de son arrière-arrière-grand-père a contribué à construire, et a été traitée comme une criminelle par quelqu'un qui était payé avec l'argent de ma famille. L'ironie serait risible si elle n'était pas si tragique. La salle était absolument silencieuse, alors qu'Isabelle continuait. Camille apprendra de cette expérience que le respect d'Aise ne se donne pas. Il se réclame, et nous avons le pouvoir de le réclamer. Mais plus important encore, elle apprendra qu'avoir du pouvoir signifie l'utiliser pour protéger ceux qui n'en ont pas. Le discours d'Isabelle fut enregistré par des équipes de nouvelles locales et publié en ligne, où il devint rapidement viral. La vidéo fut partagée des millions de fois, devenant un cri de ralliement pour l'autonomisation économique et les droits civiques. Mais pour Isabelle, il ne s'agissait pas de gloire ou de reconnaissance. Il s'agissait de s'assurer qu'aucun autre enfant ne vive ce que Camille avait traversé. Le discours servit également d'avertissement clair à quiconque, dans l'industrie des services financiers, pourrait être tenté de s'engager dans des pratiques discriminatoires. Le message était clair, la famille Laurent veillait, ils avaient les ressources pour riposter et ils n'avaient pas peur d'utiliser leur pouvoir pour exiger la justice. 3 mois plus tard, Camille retourna à la Banque nationale pour enfin ouvrir le compte courant qu'elle était venue ouvrir initialement. Mais cette fois, elle n'était plus seulement une adolescente protégée essayant de prouver son indépendance. Elle était une jeune femme qui comprenait à la fois son privilège et sa responsabilité, qui avait appris de dures leçons sur les injustices du monde, mais avait aussi découvert son propre pouvoir pour les combattre. Le personnel la traita avec le plus grand respect, et professionnalisme bien sûr. Mais Camille s'assura de faire comprendre qu'elle attendait le même traitement respectueux pour chaque jeune client qui franchirait ses portes. Elle avait appris qu'avoir du pouvoir signifie l'utiliser pour protéger ceux qui n'ont pas les mêmes avantages. Le processus d'ouverture de compte, qui aurait dû prendre 15 minutes la première fois, fut achevé en moins de 5 minutes cette fois. Camille reçut un dossier de bienvenue spécialement conçu pour les jeunes clients, une présentation personnelle à son spécialiste jeunesse et une explication claire de tous les services disponibles pour elle. Quant à Claire Martin, sa chute fut complète et irréversible. Les réseaux informels de l'industrie bancaire firent en sorte que son histoire la suivit partout où elle essayait de trouver un nouvel emploi. Les entreprises de services financiers, les compagnies d'assurance et les entreprises connexes savaient tous exactement ce qu'elle avait fait et pourquoi elle avait été licenciée. Claire découvrit que la réputation dans le monde professionnel est tout, et une fois détruite, il est presque impossible de la reconstruire. Elle se retrouva à travailler dans une série d'emplois de vente au détail à bas salaire, chacun étant un rappel douloureux de la carrière qu'elle avait jetée par ses propres préjugés et sa haine. Mais la partie la plus appropriée de la punition de Claire fut qu'elle fut forcée de regarder de loin l'industrie bancaire dont elle avait été expulsée, subir les changements mêmes qui auraient pu sauver sa carrière si elle les avait embrassés plus tôt. Chaque article de presse sur la formation contre les biais, chaque article sur un service client inclusif, chaque reconnaissance que la Banque nationale reçut pour ses politiques progressistes était un rappel de ce dont elle aurait pu faire partie si elle avait choisi différemment. Et les chances de Claire de retravailler dans le secteur bancaire ? Nulles. L'histoire de Camille Dubois est un rappel poignant de l'injustice que le racisme et les préjugés peuvent infliger même à une jeune fille innocente. Ce récit met en lumière la douleur causée par les jugements hâtifs, basés sur la couleur de la peau, révélant combien les stéréotypes peuvent détruire la confiance et l'estime de soi. La force d'Isabelle Laurent Dubois, utilisant son influence pour exiger justice, montre que le pouvoir, lorsqu'il est employé pour défendre les opprimés, peut transformer des systèmes défaillants. Cette histoire m'a profondément touché, car elle illustre à quel point il est crucial de traiter chacun avec respect et équité, indépendamment de son apparence ou de son âge. Dans la vie quotidienne, nous pouvons appliquer cette leçon en remettant en question nos propres biais, en écoutant avant de juger et en intervenant face aux injustices, même si cela semble risqué. En France,
où la diversité est une richesse, nous devons cultiver l'empathie et promouvoir l'inclusion dans nos interactions. Chaque geste compte. Défendre un collègue, éduquer nos proches ou soutenir des initiatives pour l'égalité. Ensemble, nous pouvons bâtir une société où chacun se sent valorisé et respecté, comme Camille le méritait dès le départ. Merci d'avoir suivi l'histoire inspirante de Camille. Si ce récit vous a ému, cliquez sur j'aime, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos expériences. Votre voix peut inspirer le changement. Ensemble, luttons pour une société plus juste. À bientôt!